Bonjour, je m'appelle Mika Guerrier et vous écoutez Décrocher la Une. Après l'administration fédérale américaine et la Commission européenne, les gouvernements du Canada et du Québec ont finalement décidé, eux aussi, d'interdire l'application TikTok sur les téléphones professionnels de leurs employés. Leur décision est justifiée par le risque de sécurité que poserait cette application de l'entreprise chinoise ByteDance. Pour l'instant, ces mesures d'interdiction visent des fonctionnaires ou des employés de sociétés d'État comme Hydro-Québec, par exemple. Mais plus largement, devrait-on retirer l'application de nos téléphones? Voici ce qu'on doit considérer pour prendre une décision selon Alain McKenna, journaliste spécialisé en technologie. Salut Alain. Bonjour, Mika. Bon, avant de parler de risques sécuritaires de TikTok, est-ce que tu peux nous rappeler le poids de ce réseau social-là dans l'écosystème des réseaux sociaux? Oui, il faut le situer dans le contexte. C'est quand même assez gros, mais c'est pas le plus gros réseau social. Évidemment, Facebook demeure l'éléphant dans la pièce, n'est-ce pas? On compte 1,8 milliard d'utilisateurs de TikTok. En tout cas, c'est ce qu'on comptait à la fin 2022. À l'échelle mondiale, évidemment, c'est beaucoup de monde. C'est quand même assez populaire aussi au Canada et au Québec. Là, on parle de 9 millions d'utilisateurs par mois en moyenne au Canada l'année dernière et 2 millions au Québec. Et ce sont des utilisateurs qui, surtout, sont principalement plus jeunes que la moyenne des utilisateurs des autres réseaux sociaux. Donc, on parle de gens de 40 ans et moins en très grande majorité. Donc, c'est pas le plus gros en termes de trafic, mais c'est évidemment celui qui séduit le plus en ce moment sur la planète Internet parce qu'il est celui qui connaît la plus forte croissance en plus d'être très populaire auprès des jeunes internautes. Bon, les gouvernements canadiens et québécois ont évoqué, et là je vais citer, des risques inacceptables pour la sécurité et la vie privée, fin de la citation, pour interdire l'application sur les appareils des employés de l'État. On fait référence à quels risques sécuritaires concrètement? Bien, écoute, ce sont des risques qui sont à la fois connus et pas si bien connu que ça. Évidemment, quand on installe l'application, on le voit, c'est toute la collecte de données que l'application fait sur son téléphone qui embête, en fait, vu les origines de l'application. Ce que fait TikTok, c'est pas vraiment différent de ce que fait Facebook ou Instagram ou d'autres réseaux sociaux. Elle collecte évidemment des données de localisation pour personnaliser le contenu. Elle collecte des données sur la navigation web qui va au-delà de ce que l'application elle-même fait. Elle collecte le contenu du presse-papier, donc ce qu'on prend en mémoire pour faire du copier-coller, des choses comme ça. Et elle utilise aussi de l'information qui vient du téléphone, pas nécessairement quand l'application est active. Donc, même quand elle est fermée, elle collecte de l'information comme ça. Là où ça embête, c'est que TikTok appartient, comme tu le disais tantôt, à ByteDance, qui est une société chinoise, dont la totalité presque des opérations se trouve à Pékin. Bon, évidemment, là, il y a des gens qui rappellent que l'entreprise a peut-être des liens derrière le rideau là, avec le gouvernement chinois, mais même si ce n'est pas le cas, comme c'est une société chinoise, elle est assujettie au cadre juridique chinois, disons-le comme ça, et le gouvernement central en Chine, on le sait, a un contrôle assez ferme sur le secteur technologique. Il peut aller jusqu'à demander, exiger que les entreprises lui remettent les données qu'il souhaite posséder. Et ça inclurait dans ce cas-ci les données que ByteDance et que TikTok collectent sur ses utilisateurs ici au Canada ou aux États-Unis. En gros, ByteDance, si je comprends bien, ne se comporte pas différemment des entreprises occidentales comme Facebook, par exemple, ou d'autres entreprises de technologie. La différence, c'est que c'est la mainmise ou la possible mainmise du gouvernement chinois sur les informations de l'entreprise ByteDance. Exact. Évidemment, ça excuse en rien ce que font Facebook et les autres entreprises, les autres réseaux sociaux sur nos téléphones. La question de la collecte des données, en général, n'est toujours pas résolue et très importante, en fait. Dans le cas de TikTok, bien évidemment, on se dit peut-être que si l'entreprise doit respecter la volonté du gouvernement chinois de lui remettre l'information, ça peut devenir de l'information sensible, surtout dans le cas d'employés de gouvernement ou de sociétés d'État, qui, évidemment, ont des rencontres avec des gens et se tiennent à des endroits qui peuvent devenir stratégiques dans un cas de conflit géopolitique, par exemple. Mais Alain, on savait déjà tout ça. On savait déjà qu'il y avait des possibles liens entre ByteDance et le gouvernement chinois. Pourquoi est-ce qu'on interdit maintenant l'application sur les téléphones des employés de l'État?
Ben, il y a de l'actualité là-dessus. En fait, au niveau canadien, la décision a été prise suite à ce qui a été adopté par la Commission européenne il y a à peu près une semaine avant que ça a été décidé ici. Où la même chose, on a interdit TikTok sur les téléphones des employés de la Commission européenne. Et l'Europe imitait en fait ce qui a été aussi voté là, en décembre dernier aux États-Unis pour, même chose, les craintes de sécurité. L'inquiétude, c'est préventif. Hein. Tout le monde dit la même chose. On fait ça de façon préventive. Okay. Ce qu'on craint, c'est que, justement, il y a une forme peut-être d'espionnage liée aux données. Parce qu'évidemment, les données sont anonymes. On le sait, c'est la même chose pour toutes les applications sur les téléphones. Mais c'est facile d'identifier une personne derrière des données anonymes. On le sait, ça prend pas grand-chose. Comment on fait? Écoute, c'est étonnamment facile, en fait. Par exemple, toi, on le sait que tu es une personne très active, disons. Tu cumules les emplois de haut niveau. Donc, on sait où tu te tiens normalement pour le travail. Il suffit de trouver le profil anonyme qui se tient aux mêmes endroits que toi dans une semaine donnée pour imaginer que c'est probablement toi. Là, c'est le fun, t'es une personnalité média, t'es divertissant, t'es ludique, mais si t'étais un journaliste d'enquête, par exemple, ou même un politicien... OK, donc t'es en train de dire finalement que je suis pas une menace ou je suis pas d'intérêt pour le gouvernement chinois, par exemple, du moins pour l'instant. Exactement. À moins que tu te mettes à enquêter sur ce que font les entreprises chinoises ou le gouvernement chinois, tu ne représentes pas une menace. Moi non plus, d'ailleurs, pour le gouvernement chinois. Pour l'instant. On a des collègues américains qui, eux, enquêtaient sur ByteDance et qui ont découvert, en fait, que ByteDance les suivait. 3 journalistes, en fait, du média américain Forbes, qui se demandaient ce que ByteDance pouvait bien faire avec, justement, les données de ses utilisateurs américains. Ils ont été ciblés, eux, par une campagne de surveillance pour trouver, justement, qui étaient les sources au sein de ByteDance qui leur donnaient de l'information par rapport à ça. Wow. Bon, évidemment, c'était plusieurs semaines d'enquête. Ils ont publié leur découverte. Et finalement, un porte-parole de ByteDance, en décembre dernier, a confirmé qu'effectivement, ils avaient été pistés. Donc, clairement, il y a eu une ingérence. Là, ici, on parle de l'entreprise qui cherchait à avoir de l'information sur des sources journalistiques. Donc, il y a eu une intervention directe, là. Mm-hmm. Il y a plusieurs cas, en fait, pas juste celui-là, mais il y a plusieurs cas documentés où les employés de ByteDance ont outrepassé l'utilisation normale des données qu'ils collectent pour pister des gens, pour bannir des gens du réseau ou pour en tout cas diriger un peu le comportement de certains utilisateurs. Les services de sécurité de plusieurs pays occidentaux ont décidé de bannir cette application-là sur les téléphones des employés de l'État, mais il y a d'autres risques plus généraux par rapport à TikTok. Pas nécessairement des risques de sécurité, mais on parle de l'aspect addictif du réseau social et cette addiction peut être très forte. Oui, ben c'est vraiment une autre partie de la question. Est-ce que je dois désinstaller ou pas TikTok? La sous-question, c'est est-ce que mes enfants, eux, devraient le désinstaller également? Parce que ça a un effet sur le cerveau, surtout sur le cerveau des plus jeunes utilisateurs. Déjà, on sait que TikTok, c'est très populaire auprès des jeunes utilisateurs. Des gens qui doivent se dire, bon, l'aspect sécurité m'embête pas vraiment, j'ai pas grand-chose à cacher, et ainsi de suite. Mais ce qu'on a vu dans d'autres études, c'est que effectivement, l'algorithme qui est conçu pour rendre l'application de plus en plus addictive aurait un impact assez sérieux sur la capacité de concentration de ses utilisateurs et un impact surtout négatif. C'est-à-dire que la façon dont l'algorithme fonctionne réduit la capacité de concentration au-delà de quelques secondes. Ouais. Et c'est dans le fonctionnement même de TikTok, qui s'apparente un peu au fonctionnement aussi de bien des jeux vidéo, mais dans ce cas-ci, c'est encore plus apparent parce que ce qu'on fait, c'est qu'on présente une vidéo très courte et on en présente une autre. Puis on en présente une autre. Puis au fil du temps, on découvre ce qui allume l'utilisateur. Donc, ce qu'il aime plus, ce qu'il aime moins, ce qu'il recherche dans TikTok. Et là, à partir de là, on bâtit une idée de qu'est-ce qui est sa vidéo idéale. Et là, normalement, on se dirait, bon, ben, tant mieux, on va lui présenter la vidéo idéale, puis ça va être fini. Mais justement, on veut pas que ça se termine. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on présente des vidéos presque identiques à ce qui serait sa vidéo idéale pour lui donner l'impression que la prochaine va être encore meilleure. Donc, on revient. Et on revient. Et on revient. Et là, finalement, il vient de se passer une demi-journée. Et là, on a un problème parce qu'à force de consommer comme ça, on perd l'habitude d'attendre 15 secondes, 15 minutes, 1 heure avant d'arriver à la fin d'une consommation de contenu. Et c'est là où ça devient problématique parce qu'évidemment, se concentrer, c'est important quand on est jeune à l'école et dans d'autres activités du quotidien qui sont formatrices pour la suite. Et il y a des gens qui pensent même que ça serait une stratégie de la part de ByteDance et du régime chinois que cette application-là soit abrutissante. Est-ce que c'est un peu exagéré ou farfelu de penser que ça pourrait être voulu? En tout cas, c'est à prendre avec des pincettes, certainement. C'est quelque chose qui circule du côté militaire au Canada et aux États-Unis ces jours-ci. Cette notion selon laquelle la Chine serait derrière cette application-là, TikTok, pour justement affaiblir un peu la domination occidentale en sciences, technologies, tout ça, en abrutissant un peu nos futures générations de professionnels dans ces créneaux-là qui sont très, très critiques.
ce serait, selon cette théorie-là, une stratégie pour que la Chine puisse accomplir son ambition d'être la principale puissance économique, politique, technologique dans le monde d'ici 2025 ou 2040, là, selon à qui on parle. Parce que TikTok n'est pas permis en Chine, ça peut avoir l'air un petit peu contradictoire quand même. Là. Exact. TikTok est barré de la Chine, est interdit en Chine. Et inversement, il y a une application siamoise de TikTok qui existe en Chine, qui n'est pas accessible à l'extérieur de la Chine, qui s'appelle Douyin. Ça fonctionne sur le même principe que TikTok, sauf que Douyin, ce que l'application fait, c'est que quand tu es un utilisateur de moins de 14 ans, elle t'envoie du contenu strictement éducatif, culturel, d'enseignement géographique, des choses comme ça. C'est un peu comme un mini génie en herbe en application. C'est vraiment l'autre extrême du spectre des réseaux sociaux si on met TikTok à l'autre bout du spectre. OK, c'est quand même assez incroyable de penser qu'il y a une version éducative, mais on n'y a pas accès. Et à l'inverse, la version plus, disons, ludique, on n'y a pas accès en Chine, mais à l'extérieur. Il y a un ex-directeur de l'informatique de l'armée américaine qui disait la semaine dernière justement ça. Il disait « Je trouve ça un peu inquiétant qu'une entreprise chinoise pousse à l'extérieur de la Chine une application qui nous rend essentiellement plus stupides, alors que l'application qu'elle offre en Chine rend les jeunes Chinois plus intelligents. » Décrocher la une revient après ceci. Bon, là, on vient de parler du contenu de TikTok. Auparavant, on a parlé de l'aspect sécuritaire pour les employés du gouvernement, entre autres. Mais après avoir dit tout ça, les gens à la maison, est-ce qu'ils devraient désinstaller ou non l'application de leur téléphone? Mm-hmm. Est-ce que je devrais effacer TikTok de mon téléphone? C'est une décision qui te revient à toi seul. C'est une question de confiance parce qu'évidemment, chez TikTok, qui ont des représentants au Canada, ils nient tout ça. Ouais. Ils disent non, nous, on n'a jamais partagé nos données avec le gouvernement chinois et on ne le fera jamais. Évidemment, entre le dire puis le faire, ça reste à être prouvé. Donc, il faut voir est-ce que je fais confiance à ByteDance, à TikTok, ou je fais confiance, ou en tout cas, je me fie à ce qui semble être la mesure au niveau des gouvernements du Canada, des États-Unis et de l'Europe. Et je m'inquiète de ce que ça fait. Évidemment, c'est une question de gestion du risque, si on peut le dire comme ça, parce que faut s'imaginer face au scénario du pire et se demander est-ce que si un gouvernement étranger avait accès à mes données ou aux données que je produis avec mon téléphone, ça me pose dans une situation de conflit, dans une situation délicate, bien là, on aurait lieu de désinstaller l'application. Sinon, et c'est bien des gens disent ça, moi, de toute façon, j'ai rien à cacher. Sur ce que je fais sur mon téléphone, c'est pas grave. Ben là, c'est moins un enjeu. L'autre partie de la question, évidemment, c'est toute la question liée aux enfants. Est-ce que nos enfants devraient être laissés libres sur les réseaux sociaux, pas juste TikTok? C'est une question à laquelle on doit répondre chacun d'entre nous, les parents. Peut-être qu'une limite de temps, ce serait le meilleur compromis. Dire, il peut l'installer. Je pense pas que personne, aucun gouvernement dans le monde va s'attaquer à un enfant de 14 ans ou moins en mettant la main sur ses données. Mm-hmm. Donc, cet enjeu est peut-être moins important, mais de dire, c'est un réseau social attrayant, c'est quelque chose de ludique. Je disais tantôt, TikTok, c'est un peu la malbouffe des réseaux sociaux. On peut aller de temps en temps dans un petit restaurant de fast-food, n'est-ce pas, et se commander un repas, et c'est pas la fin du monde. Donc, c'est peut-être un peu la même approche à avoir avec TikTok ou les réseaux sociaux en général. OK, ça, c'est pour les gens de la maison, mais là, on sait que les employés de l'État ne peuvent pas installer TikTok sur les téléphones du gouvernement, mais les députés, eux, les politiciens, est-ce qu'ils doivent effacer cette application-là? Encore là, eux vont prendre la décision au cas par cas. Il y en a qui ont mis leur compte TikTok sur pause. La mesure gouvernementale est un peu amoindrie par le fait que la plupart des gens qui ont un téléphone du travail au gouvernement et même ailleurs ont souvent leur propre téléphone personnel dans la même poche ou dans la poche à côté dans le veston. Donc là, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est une mesure qui est moins stricte qu'on l'imagine parce qu'en fin de compte, les données de l'utilisation sont anonymisées, donc ne dépendent pas du téléphone sur lequel l'application se trouve, mais plus sur qui porte le téléphone dans sa poche finalement. Avec tout ce qui se passe maintenant, les interdictions, les informations dans l'actualité présentement, si on se projette un peu, c'est quoi la suite logique pour TikTok? Est-ce que le réseau social est menacé? La première chose à savoir, c'est quelle sera la réponse de TikTok à tout ça. On risque de le savoir un peu malgré TikTok, en fait, parce qu'il y a deux choses qui s'en viennent. Il y a une enquête qui s'en vient des commissaires de la vie privée du Canada et de 3 provinces, dont le Québec, qui veulent se pencher là, sur la façon dont TikTok collecte ses données, mais plus spécifiquement aussi la façon dont elle le présente à ses utilisateurs. Donc, cette espèce de transparence-là sur qu'est-ce qu'on récupère comme information et qu'est-ce qu'on fait avec après. Parce que même dans le cas des autres réseaux sociaux où c'est plus à saveur publicitaire, là, cette pratique-là, c'est un effet de boîte noire. Hein. On sait un peu ce qui est récupéré, mais on ne sait pas où ça s'en va après. Et là, dans ce cas-ci, clairement, ça soulève un paquet de questions.
Aux États-Unis, il y a, depuis, c'est pas nouveau, il y a une pression grandissante et ça revient là ces jours-ci dans l'actualité, cette volonté de bannir carrément TikTok du territoire américain. Et par rapport à ça, il va y avoir un moment déterminant au mois de mars. Le patron de TikTok va être devant le Congrès là, dans quelques semaines pour justement présenter son point de vue sur la chose et défendre peut-être ses pratiques ou en tout cas jeter un peu plus de lumière sur ce qui se passe chez TikTok pour rassurer certainement les critiques ou en tout cas le marché, le public américain. De façon plus large, parce que là, on parle de TikTok, mais on pourrait avoir la même conversation à peu de choses près sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux. La question de l'utilisation des données, que ce soit pour les utilisateurs adultes ou même pour les mineurs, reste et va revenir dans l'actualité parce qu'on fait du cas par cas en ce moment. Il n'y a pas de cadre clair, même le cadre québécois sur l'utilisation des données, des renseignements personnels qui a été adopté l'année dernière et qui va être progressivement mis en place au fil des prochaines années jusqu'en 2024, ne répond pas complètement à cette question-là de comment sont collectées et où s'en vont les données. Donc peut-être qu'avoir un cadre là-dessus serait intéressant. Et j'irais même plus loin, la Chine a un cadre strict sur l'utilisation des réseaux sociaux par les jeunes de 14 ans et moins. Et là, on commence à réaliser que c'est peut-être une approche qui pourrait inspirer les gouvernements occidentaux aussi, de dire, OK, les jeunes, on sait, ils sont attirés par ça, mais peut-être qu'il faudrait aussi mieux encadrer pour qu'ils soient moins bien pistés au minimum et aussi qu'eux deviennent moins accrochés à ces choses-là. Et ça pourrait aussi valoir pour les jeux vidéo. Et au final, il y a quand même une certaine ironie dans tout ça que les gouvernements occidentaux pourraient s'inspirer de ce qui se fait en Chine pour contrer un réseau social chinois. On trouve des meilleures pratiques partout et apparemment, la Chine est experte à savoir ce qui se passe dans les compagnies chinoises. Donc, peut-être de s'inspirer de la façon dont elle les encadre, c'est pas une mauvaise idée non plus. Et chez nous, au Canada, est-ce qu'on pourrait interdire l'application? On pourrait. Hein, le premier ministre Justin Trudeau n'a pas dit le contraire. Là, il a laissé ça ouvert un peu. Évidemment, on est dépendant de ce qui va être décidé aux États-Unis. Ça a déjà été discuté dans le passé, non seulement de bannir TikTok, mais aussi de peut-être de vendre la partie non chinoise de TikTok à des intérêts américains, sinon, disons, occidentaux. Auquel cas, évidemment, l'application ne sera pas bannie parce qu'elle va avoir changé de main. Mais c'est sûr que là, on ouvre une autre conversation sur la Chine versus les États-Unis, à qui appartient quoi, tout ça, on l'a déjà vu. Hein? La Chine a banni Google, entre autres, dans le passé. Ouais. Les États-Unis ont banni Huawei. C'est peut-être un peu aussi le prolongement de cette dualité-là. Alain McKenna, merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à Décrocher la Une sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi nous joindre via l'adresse courriel balado@ledevoir.com. Je m'appelle Mika Guerrier. Ce balado est réalisé par Xavier Cronstrom-Richard. À la recherche, Félix Deschênes. Notre thème musical est signé par Alexis et Lina. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain.